Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire qui est aujourd'hui consacré à l'intelligence artificielle, l'IA. Donc rassurez-vous, aucune intelligence artificielle ne remplacera vos collègues aujourd'hui. Bon, peut-être que certains sont déçus, mais c'est comme ça. Nous sommes ravis de vous accueillir donc pour ce temps d'échange qui sera animé par Guillaume Micjoindé, le spécialiste de l'IA de la fibre 64, qui va donc vous aider à démystifier l'IA, comprendre ses enjeux et voir comment elle peut s'inviter dans votre quotidien, au bureau, au travail, dans votre vie peut-être personnelle. Vous pourrez poser toutes vos questions à tout moment via le chat. Elles seront regroupées et traitées en fin de webinaire. Guillaume y répondra donc à la fin. Petite précision importante, ce webinaire est enregistré et il sera disponible dès cette fin de semaine pour revisionnage sur le site webinaire au pluriel.lafibre64.fr. Je vous souhaite un excellent webinaire et sans plus tarder, je laisse la parole à notre spécialiste Guillaume. Merci beaucoup, bon webinaire à tous. Merci Victoria, bonjour à tous et donc bienvenue dans ce webinaire concernant la préparation de l'intégration de l'IA dans votre collectivité. Donc l'IA c'est quelque chose qui nécessite normalement du temps pour expliquer, donc là on a une demi-heure, donc je vais essayer d'être assez concis au niveau des informations à transmettre. On va voir un petit peu comment fonctionne l'IA pour essayer de comprendre le processus qui est derrière pour après pouvoir commencer à l'anticiper, à pouvoir l'intégrer dans votre collectivité. Donc une demi-heure c'est court, donc sachez qu'au niveau du territoire à la fibre 64, en collaboration avec le CNFPT, propose une journée de formation. Donc c'est en train d'être mis en place. Le premier territoire concerné qui permettra d'avoir cette journée de formation, c'est la communauté de communes de la CCLO. Donc toutes les communes de la CCLO pourront le 29 janvier prochain s'inscrire pour participer à cette journée de formation qui se découpe en une demi-journée de formation et présentation au niveau de l'IA le matin et une journée qui se fait à distance sur la plateforme Formadis l'après-midi et qui compte pour une journée de formation CNFPT. Donc pour toutes les communes du territoire, on vous conseille de vous rapprocher de votre PCI de rattachement pour leur demander de, pourquoi pas, réaliser également cette journée de formation sur votre territoire pour justement aller un peu plus loin que ce que l'on va voir ensemble ce matin au niveau de l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment une journée qui est en complément de celle-ci. Là, on va dire c'est peut-être une petite mise en bouche sur l'explication et la sensibilisation à l'IA, et cette journée de formation vous permettra d'aller un peu plus loin sur le sujet. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le sujet et on va passer en revue le petit sommaire suivant pour le webinaire d'aujourd'hui. On va parler d'abord d'un petit contexte, on va voir les éléments contextuels autour de l'intelligence artificielle aujourd'hui. On verra ensuite quelques éléments de définition pour bien comprendre un petit peu ce qui se produit et qu'est-ce qui rentre en jeu lorsqu'on parle d'intelligence artificielle. On fera un petit focus sur l'intelligence artificielle générative, qui est vraiment à la disposition de tous, que ce soit dans notre vie perso ou pro. C'est une intelligence artificielle qui est à disposition de tout le monde, donc ça peut être par cet intermédiaire-là que on rentre de plein pied avec l'utilisation d'une intelligence artificielle. Et ensuite, on verra quels peuvent être directement déjà les enjeux, les impacts que l'intelligence artificielle va avoir pour votre collectivité. Et par la suite, bien sûr, on se réservera un petit temps d'échange à la fin de cette présentation aujourd'hui. Donc pour commencer, des petits éléments de contexte pour bien comprendre un petit peu l'importance de l'intelligence artificielle aujourd'hui pour nos collectivités. Donc qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est un sujet d'actualité incontournable. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et ça doit devenir un sujet pour toutes les collectivités. Donc qu'on le veuille ou non, on ne peut pas passer outre. En fait, l'intelligence artificielle va s'imposer un petit peu à nous. Tout d'abord parce qu'en fait, au niveau de vos missions, vous pouvez déjà être amené à avoir besoin d'utiliser certains outils. Dans certaines collectivités, vous pouvez avoir déjà des agents, des services qui ont demandé à pouvoir utiliser des outils à base d'intelligence artificielle pour exercer leur mission. Ensuite, qu'on le veuille ou non, dans les différentes applications et logiciels métiers que l'on peut utiliser au quotidien, il y a de plus en plus d'outils d'assistants IA qui sont intégrés nativement dans ces logiciels-là. Donc, on le veuille ou non, ça peut être avec Acrobat Reader ou avec des applications, les réseaux sociaux par exemple. On se rend compte qu'il y a des éléments d'IA qui vont venir s'intégrer directement dans les applications et les logiciels.
Et ensuite, il y a une démocratisation entre la vie pro et perso. Donc, il y a eu le télétravail, il y a de plus en plus d'usages pro et perso qui viennent se chevaucher. Donc, des fois, dans la vie perso, on utilise déjà des outils à base d'intelligence artificielle. On peut voir les gains, l'effectivité que cela permet. Et donc, on peut être tenté de se dire, dans la vie professionnelle, ça peut être tout à fait intéressant d'utiliser ces mêmes outils. Donc, cette démocratisation fait que l'intelligence artificielle va également venir s'imposer à la collectivité. Donc, pour tous ces éléments-là, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est un véritable sujet dont la collectivité doit s'emparer. L'intelligence artificielle, on va voir, va avoir de nombreux impacts. Alors, on peut penser que ça va être uniquement le domaine technique qui va être impacté et concerné par les intelligences artificielles, mais on va se rendre compte que pas du tout. Notamment avec les IA génératives, on verra que toute la partie ressources humaines, tous les agents, qu'on le veuille ou non, vont être impactés de façon plus ou moins importante, de façon plus ou moins rapide, avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, comme on va le voir par la suite, il y a certains facteurs qui vont faire en sorte que le fait que l'intelligence artificielle vienne s'intégrer dans la collectivité va se faire plus ou moins rapidement et avec un impact plus ou moins fort. Donc, on va voir quelques éléments et quelques facteurs qui peuvent justement engendrer le fait que l'intelligence artificielle va s'intégrer plus ou moins rapidement. Tout d'abord, il va y avoir des disparités au niveau des agents. Vous allez avoir des agents qui vont avoir une appétence concernant la technique, l'informatique, la technologie. Vous allez avoir des agents curieux, vous allez avoir des personnes qui vont facilement aller vers ces outils-là, qui vont facilement les prendre en main, parce que dans le cadre personnel, ils utilisent déjà, etc. Donc vous allez avoir des personnes qui vont facilement se tourner vers ces outils-là et se les approprier. De l'autre côté, vous allez avoir au contraire des agents qui vont avoir une certaine réticence, qui vont avoir une certaine inquiétude, parce qu'ils ne comprennent pas le fonctionnement de ces outils-là, ils ont des peurs, des craintes, ils peuvent avoir des a priori sur ces outils-là, et ne pas l'utiliser dans un cadre personnel, et vous allez avoir une disparité au niveau de ces agents. Donc ça peut être un premier facteur qui va faire que ces outils-là, ces intelligences artificielles, vont être intégrées au niveau de la collectivité plus ou moins facilement. Ensuite, vous allez avoir des disparités au niveau des services. Vous allez avoir des services qui vont être impactés assez rapidement par l'intelligence artificielle, notamment l'intelligence artificielle générative, parce que ce sont des services plutôt administratifs qui sont informatisés, où il y a, on va dire, de l'administrative, de la synthèse, de la rédaction documentaire. Qu'il peut y avoir des tâches répétitives, et dans ce cas-là, l'intelligence artificielle va être tout à fait élaborée pour venir accompagner les agents. D'un autre côté, vous allez avoir des services qui vont être peu informatisés, où il y a peu de rédaction et où l'intelligence artificielle générative ne va pas avoir le même impact que sur ces premiers services. Donc là aussi, vous allez avoir des disparités au niveau de ces services-là qui va expliquer que l'IA va plus ou moins venir impacter fortement un service plutôt qu'un autre. Et ensuite, vous pouvez avoir des disparités au niveau des politiques publiques. Vous allez avoir des collectivités qui vont s'emparer du sujet, qui vont en faire vraiment un élément moteur de développement dans la collectivité. Vous allez avoir une appétence technologique pour ces collectivités-là. Vous allez avoir le fait que c'est une collectivité de taille assez importante avec des agents, on va dire, formés, sensibilisés, qui prennent en main le sujet. Et vous pouvez au contraire avoir des collectivités plus modestes dans lesquelles ça n'est pas un sujet prioritaire, la technicité est moindre, et du coup, vous pouvez avoir une on va dire, disparité également au niveau des différentes collectivités qui vont s'emparer du sujet et celles qui ne vont pas en faire un sujet et qui peut-être vont traîner un petit peu à la mise en place de ces outils-là. Donc pour toutes ces disparités-là, tous ces facteurs-là, peut expliquer que l'intelligence artificielle va venir impacter plus ou moins rapidement et fortement les collectivités territoriales. Mais qu'on le veuille ou non, on a l'habitude de dire il faut prendre le train de l'IA. Donc c'est vraiment cette idée-là, c'est-à-dire que ça va tellement vite, l'intelligence artificielle s'impose à nous et évolue d'une façon tellement rapide que il faut en faire un sujet d'actualité dès aujourd'hui. On ne peut pas ne pas évoquer l'intelligence artificielle dans ces missions aujourd'hui, attendre 6 mois, 1 an. Il y aura déjà une telle évolution et un tel changement que on aura déjà un peu de retard. Donc il faut vraiment à tous les niveaux que l'intelligence artificielle au moins soit un sujet et soit abordée dans toutes les collectivités. Donc ce qui est important et ce qu'on va essayer de faire dans le webinaire d'aujourd'hui, c'est de comprendre comment fonctionne l'IA. Comprendre comment fonctionne l'IA, savoir démystifier un petit peu ce qu'elle permet, de comprendre les mécanismes qui rentrent en jeu,
pour que justement derrière, chaque collectivité, à sa façon, à son rythme, puisse se l'approprier, la mettre en place, si elle le souhaite, avec une compréhension et un recul et une analyse qui est nécessaire à chaque fois qu'on utilise l'intelligence artificielle. Donc il faut toujours avoir ça en tête. Lorsqu'on utilise de l'intelligence artificielle, déjà il faut en avoir vraiment besoin. On n'utilise pas de l'intelligence artificielle pour tout, on le verra à la fin, mais il y a besoin toujours d'avoir un recul et une analyse. Et le fait de comprendre son fonctionnement va permettre justement de gagner un petit peu en assurance et d'avoir ce recul et cette analyse nécessaire à l'utilisation dans des meilleures conditions possibles d'un outil à base d'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, notamment donc celle qui est générative, on le verra par la suite, qu'est-ce que c'est exactement la générative, va révolutionner donc la façon dont on a de travailler, notamment dans les collectivités, et qu'on le veuille ou non, ça a déjà débuté par les outils qui sont mis à notre disposition. Donc, quelque part, allons-y, rentrons dans l'IA. On va voir maintenant quelques éléments de définition pour essayer justement de bien comprendre ce qu'il y a autour de l'intelligence artificielle. Donc quand on parle d'intelligence artificielle, il faut savoir qu'on parle d'une branche de l'informatique. C'est vraiment des programmes informatiques qui sont utilisés, et donc ça fait partie vraiment du domaine de l'informatique quand on parle de l'intelligence artificielle. Donc c'est quelque chose qui n'est pas récent, qui date des années déjà 1950, avec le test de Turing qui est juste indiqué juste en dessous. C'est à partir de là que l'intelligence artificielle a commencé à exister, qu'on a commencé à parler notamment d'intelligence artificielle. Et le but de cette intelligence artificielle, à la base, c'est de créer des systèmes qui vont être capables d'imiter le comportement humain et d'apprendre par eux-mêmes pour s'améliorer. Donc le but, c'est qu'on crée un programme et à force de l'utiliser, celui-ci va s'améliorer, va être enrichi et va permettre une meilleure efficacité à chaque fois qu'on va l'utiliser de plus en plus. Donc, juste pour information, le test de Turing qui avait été proposé au tout début des années 1950, c'était de demander à quelqu'un d'interagir avec deux entités. Il ne sait pas s'il interagit avec une machine ou avec un humain. Et le test de Turing était réussi lorsque il n'arrivait pas à déterminer si la réponse qui lui était apportée était générée par un humain ou si c'était une machine qui avait pu générer cette réponse-là. Donc ça, c'était l'un des premiers tests de arriver à imiter un fonctionnement humain et qu'une personne ne soit pas en mesure de savoir est-ce que c'est un humain ou est-ce que c'est une machine qui lui a répondu. L'intelligence artificielle, donc, ce sont des programmes informatiques qu'on appelle également des algorithmes. Donc, ils sont fondés sur plusieurs types d'apprentissage. Soit il y a des apprentissages automatiques, des apprentissages machines. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail dans ce webinaire de le fonctionnement et les techniques qui sont utilisées pour alimenter ces différents algorithmes. Mais le principe, c'est de comprendre que cette technique d'intelligence artificielle va permettre aux machines d'apprendre par elles-mêmes. Donc, on crée un programme, on va lui soumettre de la donnée informatique et cette donnée informatique va enrichir le programme. Et en sortant, donc le programme va être enrichi, va être amélioré par rapport à ce qui était au tout début. Et plus on va lui soumettre d'informations, plus on va lui soumettre de données informatiques, de la data, mais plus il va être entraîné, plus il va s'améliorer et plus il va s'affiner pour pouvoir être encore plus performant. Donc le principe, c'est vraiment de cette boucle-là, un programme qui par lui-même, au fur et à mesure de son fonctionnement, des données qu'on lui administre, va être de meilleure qualité, va s'améliorer. Voilà le principe de l'intelligence artificielle. Donc cette intelligence artificielle, c'est une technologie qui va être capable, comme on l'a dit, d'imiter des capacités humaines. Donc on va retrouver parmi ces capacités le fait d'avoir de l'apprentissage, d'être meilleur après avoir digéré certaines données, certaines pratiques, au point de départ. Donc vraiment l'amélioration par l'apprentissage. Ensuite, une des autres capacités imitées, c'est la résolution de problèmes. On soumet un problème et le programme va être capable de résoudre ce problème par un raisonnement, une action qu'il aura entrepris par un calcul de raisonnement. Ensuite, il y aura une prise de décision. Le but, c'est en lui soumettant une information avec certains paramètres, il va pouvoir se positionner en disant c'est plutôt à droite ou c'est plutôt à gauche. Et ensuite, il y a la reconnaissance de motifs, c'est de pouvoir lui soumettre des informations et qu'il soit en capacité de pouvoir distinguer si c'est plutôt, par exemple sur des photos, on reconnaît plutôt un chat ou plutôt un chien. Donc voilà les capacités que l'intelligence artificielle est capable d'imiter et de mettre en application. Alors on parle d'intelligence artificielle, donc le mot intelligence peut porter à questionnement et à interprétation. Quand on parle d'intelligence artificielle, il faut bien comprendre qu'il y aura une grande différence entre les capacités
que va permettre l'intelligence artificielle et les capacités qui est attribuée à l'intelligence humaine. Il y a bien une différence, c'est que l'intelligence n'est pas capable de deviner ou d'interpréter. C'est-à-dire, elle va tenir compte des informations qu'elle a et elle ne va pas aller au-delà, elle ne va pas pouvoir deviner, interpréter. Quand vous parlez à une personne, si cette personne-là n'arrive pas à trouver un certain terme, un certain propos, et elle essaye de vous expliquer une certaine idée, au bout d'un moment, vous allez pouvoir dire « Ah, je comprends ce que tu veux dire, je vois où tu veux en venir, tu veux me parler de ça. » Donc, vous avez interprété, vous avez deviné sur des éléments qui n'ont pas été communiqués, qui n'ont pas été dits, mais votre raisonnement a fait de l'interprétation et vous avez deviné des choses. L'intelligence artificielle ne sera pas capable de faire ça. Elle, on lui a donné des informations, elle a des modèles informatiques, et derrière, ça va être uniquement de la probabilité et de la statistique. Elle va vous répondre en fonction de ses connaissances, des données qu'elle a vues passer, et elle va se positionner en sortie en disant ben, c'est plutôt à droite ou c'est plutôt à gauche. Donc ça va être vraiment sur des modèles de statistiques de probabilité qu'elle va apporter une réponse. Elle ne va pas pouvoir interpréter, aller au-delà. Donc il y a vraiment d'un côté une génération cohérente d'un résultat qui est basé sur de la probabilité de la statistique par rapport à un programme, et de l'autre, vous allez avoir des éléments supplémentaires comme de l'intuition, une compréhension du monde réel qui nous entoure, qui va permettre d'aller au-delà des informations que l'on a à notre disposition, que l'on nous communique pour deviner des choses, pour augmenter, on va dire, cette compréhension des éléments qui nous sont donnés. Donc voilà vraiment une comparaison des capacités. D'un côté, l'IA, ça va être ne s'appuyer que sur les informations dont elle ne peut pas aller au-delà, et c'est vraiment des modèles statistiques, alors que de l'autre côté, vous avez une interprétation, une compréhension de l'intuition que l'intelligence artificielle n'aura pas. Donc voilà vraiment les grandes différences au niveau des capacités entre de l'IA et de l'humain. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, il y a 3 éléments qui rentrent toujours en jeu. Il y a ces programmes informatiques qu'on a élaborés, que des personnes ont codés, donc ces fameux algorithmes. Et ensuite, vous avez besoin de 2 autres choses. Tout d'abord, une puissance de calcul. Vous avez besoin d'énormes serveurs, d'énormes puissances informatiques pour pouvoir faire tourner ces programmes qui nécessitent une puissance assez conséquente pour pouvoir fonctionner et tourner. Et la troisième chose qui va être très importante, c'est de la donnée informatique. C'est cette donnée-là qui va nourrir ces programmes algorithmiques et qui va faire que ces programmes, vont s'améliorer, vont être tout le temps en capacité de produire quelque chose de nouveau et de meilleur, puisqu'elles vont avoir de la donnée à digérer, et surtout elles vont pouvoir s'appuyer sur ces données-là pour apporter des réponses statistiques bien sûr, mais sur un panel de données qui va être important. Donc, comme on l'a vu, c'était depuis 1950 qui ont parlé d'intelligence artificielle, mais pourquoi ça émerge depuis les années 2000? Eh bien, on avait déjà ces programmes informatiques, ces algorithmes, mais on n'avait pas forcément, jusqu'à maintenant, la puissance de calcul et les données. Donc aujourd'hui, la puissance de calcul, c'est quelque chose que l'on peut mettre en place de par les évolutions technologiques. On a une puissance de calcul qui est assez importante pour faire tourner ces programmes. Et surtout, depuis les années 2000, on a une foison de données informatiques, de la data qui est disponible sur Internet, etc. On produit de la donnée en permanence tous les jours, qui fait qu'aujourd'hui, les systèmes d'intelligence artificielle sont viables et peuvent être efficaces, puisque on a ces programmes, on a de quoi les alimenter avec de la donnée, et on a de quoi les faire tourner avec les puissances de calcul. Donc voilà pourquoi l'intelligence artificielle émerge aujourd'hui, chose qui dans les années 50, 60, 70 n'était pas possible. Quand on parle d'intelligence artificielle à une personne, souvent la personne va penser à ChatGPT et va avoir en tête donc l'IA générative. Donc les IA génératives, ce sont des intelligences artificielles qui sont capables de générer du contenu, que ce soit générer du texte, des images, de la vidéo ou bien de la musique. Donc c'est ce qu'on appelle des IA génératives, elles vont créer quelque part un contenu. Mais ça, c'est une partie de l'IA. Il n'y a pas que ce type d'IA qui existe. Il existe d'autres types d'IA, par exemple des IA prédictives. Donc les IA prédictives, le but étant de prévoir un modèle futur et d'anticiper l'avenir, ce qui peut se passer. Par exemple, c'est ce qu'on peut retrouver dans les modèles météorologiques. Quelles sont les prévisions demain au niveau météo? Eh bien, on va tenir compte de plusieurs facteurs, de plusieurs paramètres, et l'intelligence artificielle va essayer de simuler ce qui pourrait se passer dans l'avenir au niveau de la météo. Donc ça, on est sur des IA prédictives. Ensuite, vous avez des IA de type adaptative. Les IA adaptatives, c'est ce que vous retrouvez sur YouTube, Netflix, Spotify, dans vos playlists. C'est une analyse de vos goûts, de ce que vous avez consommé, etc., pour vous proposer, vous suggérer des éléments qui correspondent un petit peu à votre goût. C'est pour ça que souvent, on nous propose des séries
ou des musiques qui correspondent parfaitement à nos goûts, puisqu'il y a cette IA qui a pu analyser et s'adapter en fonction de nos goûts. Et ensuite, vous avez des IA de type analytique. C'est ce qu'on retrouve lorsqu'il y a une analyse, par exemple, d'une photographie. Dans le domaine de la santé, c'est ce qui est utilisé lorsqu'on analyse des radiographies pour déterminer des éléments qui sont tellement petits au stade tellement précoce que à l'œil nu, un humain ne pourrait pas le déceler. Voilà, ce sont des technologies analytiques qui permettent d'aller plus loin sur de la recherche sur notamment des éléments photographiques. Donc voilà les 4 types d'IA qu'on retrouve principalement, mais souvent c'est l'IA générative que l'on met en avant parce que c'est cette IA que tout le monde peut utiliser aujourd'hui à disposition grâce aux différents moteurs d'IA générative qui sont à la disposition de tous les usagers. Donc, comme on l'a vu, l'IA générative, c'est une partie de l'IA, mais on va faire un petit focus dessus parce que c'est vraiment celle-là qui va nous concerner à proprement parler, notamment dans l'utilisation, que ce soit dans la vie perso ou pro, c'est un outil que l'on peut déjà avoir à utiliser parce que disponible pour tout le monde. Donc, si on regarde un petit baromètre IFOP de 2005, 86% des Français ont déjà entendu parler de l'IA générative. Donc, c'est quelque chose qui est, on va dire, là, tout le monde, on va dire quasiment, en a entendu parler et on voit que c'est quelque chose qui explose ces dernières années et rentre un petit peu dans les mœurs. 45% des utilisateurs français l'utilisent contre seulement 32% en 2024. Donc on voit que c'est une utilisation qui est exponentielle, qui est de plus en plus de personnes s'approprient et utilisent cet outil-là, que ce soit dans le cadre pro, mais également dans la vie perso. Donc c'est quelque chose qui évolue et on se rend compte que de plus en plus de gens utilisent les intelligences artificielles génératives. Et on voit dans le dernier chiffre qu'en fait, il y a déjà une séparation, un petit gouffre qui se crée entre les nouvelles générations, 85% des 18-24 ans l'utilisent, contre seulement 31% des 35 ans et plus. Donc il y a vraiment une génération qui va être bercée avec l'IA, qui va connaître uniquement déjà l'IA, et donc qui va l'utiliser de façon tout à fait normale, avec les générations qui ont connu autre chose et qui, eux, vont se mettre petit à petit à utiliser l'IA. Donc c'est très important de voir ça que tout le monde doit être sensibilisé, formé à l'IA, puisqu'en fait, qu'on le veuille ou non, les nouvelles générations vont les utiliser de façon native et que c'est très important en fait que personne soit mis de côté et que l'ensemble des personnes soient sensibilisées et formées à son utilisation. Donc lorsqu'on parle d'intelligence artificielle générative, c'est un certain type de programme algorithmique qui est utilisé, c'est ce qu'on appelle les LLM, pour Large Language Model. Donc le principe, c'est que ça va être des programmes informatiques qui ont une particularité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rentrer en contact avec eux naturellement avec le langage naturel, on va pouvoir interroger la machine en parlant ou en écrivant naturellement en langue. La machine va interpréter ce qu'on lui demande et va pouvoir générer une réponse de la même façon, soit en générant du texte ou soit en parlant directement. Donc cette approche-là permet en fait de pouvoir interagir avec les machines naturellement et toute personne peut donc du coup interagir avec la machine. Chose qui au préalable était réservée uniquement aux personnes qui maîtrisaient les langages informatiques, il fallait savoir parler comme une machine pour communiquer avec une machine. Maintenant, n'importe qui, par la voix, par le texte, peut demander à interagir avec la machine et la machine comprend, interprète et réalise les actions. Donc ça a changé un petit peu le paradigme d'entrée au niveau de l'utilisation. Et ces intelligences artificielles génératives vont pouvoir donc créer du contenu, vont pouvoir générer du texte, de la vidéo, de l'audio, etc. directement grâce à ces algorithmes particuliers qu'on appelle des LLM. Alors quand on utilise l'IA générative, les premières fois, on peut avoir un effet waouh, parce que ça va être magique le fait que l'intelligence artificielle écrit devant nous tout un texte et on voit, on va dire, la production qui est générée par cette intelligence artificielle. Alors il faut bien comprendre ce qui rentre en jeu lorsqu'on rentre dans une intelligence artificielle générative, il faut comprendre que elle ne comprend pas, n'interprète pas ce qu'elle est en train de réaliser. L'IA générative, textuelle par exemple, va uniquement positionner des mots les uns à la suite des autres. Donc pour elle, en fait, elle positionne des mots les uns à la suite des autres, elle pioche dans ses programmes et elle indique le mot qui a le plus de probabilité, qui statistiquement correspond le mieux à ce moment-là. Donc en fait, elle positionne les mots les uns à la suite des autres, donnant l'impression d'écrire un texte sous nos yeux, mais en fait ce sont des mots qui sont positionnés les uns à la suite des autres. Elle n'a aucun sens sur ce qu'elle est en train de dire et ce que veut dire l'ensemble des mots collés les uns aux autres.
Donc des fois, on a l'impression que l'intelligence artificielle produit de la connaissance devant nous. Donc ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a pas de production de connaissances pure. C'est vraiment de la réorganisation d'informations. Donc ça, il faut vraiment démystifier ça, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle générative va positionner des mots qui pour nous vont donner un sens, parce que ce sont des phrases et un texte qui pour nous, on l'interprète avec le sens qu'il y a derrière, mais pour elle, c'est juste du positionnement des mots, les uns à la suite des autres. Donc ce n'est pas une production de connaissances, c'est juste une réorganisation d'informations qu'elle a à sa disposition pour répondre à la question. Donc ça, c'est très important d'avoir ça en tête. C'est juste une réorganisation d'informations, mais comme c'est du langage naturel, que ça fait des phrases et que derrière ces phrases, on les interprète sur leur véritable sens, on peut avoir tendance à lier ça de la production de connaissances. On vous met à l'écran quelques types d'IA génératives, donc il y en a énormément. Donc là, c'est juste quelques exemples d'IA génératives qui existent. D'un côté, il y a celles qui sont sur des données ouvertes, d'autres sur des données fermées. La petite différence qu'il faut avoir en tête, c'est que ce qui est important dans une IA lorsqu'elle fonctionne, qui va différencier une IA d'une autre, ça va être déjà son paramétrage. Est-ce que le programme qui la compose est plus ou moins complexe? Plus il est complexe, plus la réponse peut être, on va dire, adaptée et importante. Mais surtout, c'est sur les données sur lesquelles elle s'appuie pour apporter une réponse. Donc plus elle a de bases de connaissances de données sur lesquelles elle peut s'appuyer pour apporter une réponse, plus la réponse risque d'être pertinente et adaptée. Donc là, vous avez chacun des exemples. Gemini, c'est une intelligence artificielle qui est liée à Google. Donc on peut penser que tout ce qui est dans Google, c'est sa base de données de référence pour apporter une réponse. Meta, ça fait partie donc de Facebook, Instagram. On peut imaginer que tout ce qui est Facebook, Instagram sert de base de données à la réponse de cette IA générative, etc., etc. Donc tout ce qui est sur les données ouvertes, ce sont des intelligences artificielles qui vont s'appuyer sur des données, on va dire, pour schématiser d'Internet pour vous répondre. Donc dans Internet, il peut y avoir des choses bien comme pas bien. Donc la réponse peut être tout à fait pertinente comme tout à fait farfelue. Donc c'est pour ça que ces IA génératives sur des données ouvertes, c'est à prendre avec les pincettes parce que vous pouvez avoir des choses intéressantes comme des données un peu farfelues. Et à droite, vous pouvez avoir des systèmes d'intelligence artificielle qui vont être isolés et sur lesquels on va leur demander de chercher sur une base de données fermée. Par exemple, on vous a mis quelques IA génératives qui sont spécialisées sur le domaine des collectivités territoriales. Par exemple, Lexia, c'est une intelligence artificielle qui se base sur de la donnée juridique concernant les collectivités. Donc si on lui demande de chercher uniquement là-dedans, forcément la réponse va être tout à fait adaptée et judicieuse pour apporter une réponse sur la juridique au niveau des collectivités. Maya, c'est la même chose sur les marchés publics. Donc si on a bien cloisonné, on lui a dit tu ne cherches que là sur des marchés publics, si on lui pose des questions de marché public, elle est spécialisée là-dedans, la réponse sera tout à fait pertinente et judicieuse. Donc ces IA, on va dire données fermées, ce sont des IA qui sont payantes, bien sûr, qui expliquent le modèle, contrairement aux autres IA que vous pouvez avoir plus ou moins gratuitement ou sur des comptes. Voilà la différence, c'est que sur une IA qui va être sur des données fermées, vous allez avoir une réponse adaptée et pertinente si c'est une IA qui est spécialisée. Une donnée un peu générale ouverte sur Internet peut apporter des réponses cohérentes, mais peut être limitée. Donc on ne va pas rentrer plus dans le détail, mais c'est pour que vous expliquiez l'importance et pourquoi il y a différents types d'IA. Tout dépend sur quelle base de données elle va s'appuyer pour apporter sa réponse. Donc une IA générative en production de texte, elle va être tout à fait intéressante pour, par exemple, synthétiser du texte. Donc résumer un document, faire une synthèse, une analyse, pour générer du contenu, donc pour lui demander de créer complètement une notice d'explication, d'information, etc. sur une thématique. Pour extraire de données, donc si vous avez un grand fichier technique et vous lui demandez d'extraire uniquement la partie sur telle thématique, etc., ça va être tout à fait adapté. Pour répondre à des questions, l'IA générative est tout à fait adaptée si vous voulez qu'elle crée des questions et qu'elle y apporte les réponses. Ça peut être pour s'entraîner pour un oral ou un concours. C'est tout à fait adapté de faire la génération de questions et d'apporter les réponses. Une analyse de texte ou bien la traduction. Donc tout ça, ce sont des éléments d'usage dans lesquels l'IA générative va être tout à fait adaptée et va permettre justement de réaliser des actions positives. Bien sûr, il y a des limites. Alors on ne va pas pouvoir rentrer tout dans le détail, mais il faut porter à votre connaissance qu'il y a des limites au niveau des IA génératives. Tout d'abord, il y a une absence de protection des données. Il faut savoir que quand on utilise une IA générative, s'il y a une chose à se rappeler, à retenir d'aujourd'hui, c'est qu'on ne poste pas dans l'interaction qui s'appelle le prompt avec l'IA générative, on ne met pas de la donnée
personnel et confidentiel. Il faut partir du principe que tout ce que vous publiez dans une IA générative, vous en perdez le contrôle, c'est comme si vous l'affichiez sur Internet. Donc on ne met jamais de données personnelles confidentielles, on ne met pas un RIB, on ne met pas un tableur Excel avec des mails, des numéros de téléphone dans une IA générative, c'est comme si vous perdiez la main dessus. Donc ça c'est important à savoir, toujours anonymiser, toujours partir sur des documents où ne figurent pas des données nominatives confidentielles. Ensuite, il peut y avoir des risques d'hallucination. Comme je vous l'expliquais, ce sont des mots qui viennent statistiquement se positionner les uns à la suite des autres. Et il se peut que des fois, dans ces statistiques, il met un mot qui n'est pas du tout adapté, qui sort du contexte, c'est ce qu'on appelle des hallucinations. Dans la phrase qu'il est en train d'écrire, il y a un mot qui est hors sens, c'est une hallucination, il s'est trompé, il a mis ce mot-là parce que statistiquement, il pensait que c'était le meilleur mot à mettre à ce moment-là. Ensuite, il faut savoir que quand on utilise de l'IA, ça consomme énormément de ressources, que ce soit en eau, en électricité, en génération de déchets, en production de gaz à effet de serre, ça consomme énormément. Donc on le verra à la fin, une IA ne doit être utilisée qu'à bon escient, qu'en cas de réel besoin. Si un fichier Excel répond aux besoins pour ce que vous avez actuellement nécessaire comme besoin, n'allez pas demander à une IA générative de vous créer un tableur Excel. Le fichier Excel que vous avez suffit largement et ça ne sert à rien d'utiliser une IA générative. Donc cette consommation, en fait, tout le monde doit en avoir un peu conscience pour ne pas utiliser l'IA générative à mauvais escient. On utilise vraiment l'IA quand on a vraiment besoin. Ensuite, il peut y avoir des biais, c'est-à-dire que, comme on l'a vu, les programmes informatiques ont digéré de la donnée pour s'entraîner. Elle s'appuie sur cette donnée-là qu'elle a digérée pour apporter des réponses. Si dans les données qu'elle a vu passer, qu'elle a digéré, il y a des biais, c'est-à-dire qu'il y a des incohérences, ou s'il y a un manque de diversité, les données, les réponses vont être également, vont ne pas avoir cette diversité en réponse, puisque elle va reproduire uniquement sur la base de données sur laquelle elle a été entraînée. Donc, plus les données sont riches, variées et optimisées, plus les réponses le seront. Donc il peut y avoir des biais qui perdurent, puisque l'IA reproduit ces biais. Et ensuite, il faut toujours demander à l'IA de citer ses sources pour s'assurer qu'elle n'invente pas et que les choses qu'elle est en train de générer ne sont pas vraies. Et ensuite, toujours se dire qu'il y a une absence de compréhension du monde réel et que les mots qu'elle interprète n'ont pas de sens pour elle. Elle met juste des informations, c'est nous qui donnons du sens aux mots qui sont en train de dérouler au niveau de la réponse apportée. Donc voilà les limites rapidement à avoir en tête lorsqu'on utilise une IA générative. Et donc au niveau des collectivités, ça va avoir de grands enjeux et de grands impacts, l'utilisation de ces intelligences artificielles. Donc les enjeux vont être nombreux, ces IA vont pouvoir automatiser des tâches qui sont répétitives, va pouvoir optimiser la gestion de certaines ressources que vous avez en interne, va pouvoir vous aider à prendre des décisions, va faciliter cette prise de décision. En prédisant des tendances, en anticipant des besoins. Donc tout ça, ce sont des éléments qui vont permettre aux IA dans les collectivités d'avoir un réel enjeu. Donc par exemple, si on prend des capacités de l'IA qu'on retrouve en haut, entre les différentes IA prédictives, analytiques ou génératives, et qu'on prend par exemple les thématiques de vos différentes missions sur le territoire, au croisement de ces choses-là, on va trouver des cas d'usage. Donc là, on vous en a mis quelques-uns, mais sachez que par exemple, le fait d'avoir de l'IA prédictive sur la thématique de l'eau, ce sont des outils de prédiction, d'optimisation des recherches de fuite qui vont pouvoir être mis en place. Je crois que la communauté d'agglomération de Pau a déjà des outils à base d'intelligence artificielle pour savoir où sont les risques les plus probables qu'une fuite d'eau sur le réseau se trouve. Du coup, ça permet d'optimiser la recherche de ces fuites-là et d'avoir un meilleur gain d'effectivité lorsque on se lance à la recherche des fuites d'eau. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail, mais sachez qu'au niveau de chacune des thématiques, en fonction des capacités de l'IA, on peut déjà trouver des cas d'usage où l'intelligence artificielle apporte une réponse grâce à un outil, grâce à une possibilité sur les thématiques, les différentes missions du territoire. Donc quand on intègre l'intelligence artificielle, il faut savoir que ça va avoir des impacts au niveau de la collectivité. Donc forcément, ça va avoir des impacts sur les trois éléments du triangle que l'on a trouvé de la présentation de l'intelligence artificielle, des impacts sur les données, des impacts sur les ressources informatiques qui sont utilisées, des impacts sur les programmes utilisés, mais il y a également un fort impact sur la partie gestion RH, sur les utilisateurs même, parce qu'on va voir que l'intelligence artificielle va révolutionner un petit peu notre quotidien et va avoir des impacts sur nos différentes missions.
Donc, d'un point de vue de la donnée, si je reviens un petit peu en arrière, donc d'un point de vue de la donnée, ça va être important de savoir sur quelle donnée s'appuie l'IA pour nous apporter une réponse. Si on utilise une IA spécialiste des marchés publics sur lesquels la base de données est fermée des marchés publics, eh bien, c'est tout à fait judicieux de poser des questions sur les marchés publics à cette IA-là. Donc c'est toujours important de savoir sur quel type de données l'IA s'appuie pour apporter une réponse. Si demain, il est possible d'avoir des IA en interne dans chacune des collectivités avec vos propres données en interne, eh bien vous êtes sûr que vous allez avoir une super réponse adaptée puisqu'elle va venir interroger vos propres données. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ça va tellement vite que peut-être demain, il sera possible d'avoir sa propre intelligence artificielle en local au niveau de chacune des collectivités. Donc important d'avoir vos propres données fiables et de qualité. Ensuite, sur les programmes utilisés, il faut savoir que les programmes utilisés, eh bien, ils peuvent comporter des bugs, ils peuvent avoir des biais. Donc là aussi, c'est lorsqu'on utilise des programmes à base d'intelligence artificielle, eh bien, c'est de connaître les programmes qui sont utilisés. Donc quand on fait appel à un prestataire, c'est toujours de savoir un petit peu comment ont été programmés les différents algorithmes pour avoir un élément de recul et d'analyse sur ces différents programmes. Les ressources, c'est important à savoir que l'IA consomme énormément. Aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte parce qu'on interroge de l'IA, ce sont des fermes de serveurs à distance que l'on fait tourner, donc on ne s'en rend pas compte de la puissance de calcul, mais c'est important de savoir qu'à chaque fois qu'on utilise de l'IA, il y a cette consommation de ressources. Donc ça aussi, toujours avoir ça en tête, ça consomme énormément de ressources. Et donc, comme je l'ai dit, d'un point de vue de la gestion RH, selon une étude INET, on se rend compte que l'IA pourrait automatiser jusqu'à 30% des emplois d'ici 2030. Donc forcément, ça soulève des questions sur la reconversion professionnelle, l'impact sur les différents métiers. Comme je l'ai dit, il y a des métiers qui vont peut-être être impactés fortement rapidement, les métiers de l'administratif, de la synthèse de documents, par exemple, de la retranscription. Peut-être d'autres métiers vont l'être moins dans un premier temps parce que pas directement concernés par l'impact de l'IA générative. Mais demain, peut-être, des IA vont s'intégrer dans les logiciels métiers et vont venir impacter ces métiers-là un peu plus tard. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte, c'est-à-dire que tous les agents vont être impactés plus ou moins fortement par l'intelligence artificielle. Donc c'est important d'être formé, de savoir utiliser l'intelligence artificielle pour justement pouvoir se saisir de ces outils-là qui permettent un gain, une effectivité qui peut être tout à fait intéressante, et c'est important de savoir l'utiliser. Voilà, on a l'habitude de dire on ne sera pas remplacé par l'intelligence artificielle, mais on sera remplacé par quelqu'un qui va utiliser l'intelligence artificielle. Donc c'est important que tout le monde soit sensibilisé, formé, comprenne l'IA et sache s'en servir pour justement s'approprier au maximum ces outils-là. Donc pour terminer, parce qu'après je pense qu'on a dépassé sinon, quand on veut mettre en place un projet à base d'IA dans sa collectivité, il faut savoir qu'il y aura de la technique qui sera peut-être mis en jeu, ça a un coût, donc il y aura un investissement, il y a besoin d'avoir quelques compétences sur l'outil que je vais utiliser et son principe de fonctionnement, mais il y a également un élément à avoir en tête, c'est qu'on part d'un besoin. Il faut que l'intelligence artificielle réponde à un besoin. Aujourd'hui, on entend parler de l'intelligence artificielle un petit peu partout, mais l'intelligence artificielle ne répond pas à toutes les problématiques. Il y a des problématiques qui peuvent être tout à fait gérées par un tableur Excel, par un fichier Word, par tout un tas de logiciels ou d'applications qui existent déjà, qui ne sont pas bases d'IA et qui font parfaitement le travail. Donc aujourd'hui, penser que l'IA va résoudre tous les problèmes ou tous les besoins qui se présentent à nous, c'est pas le cas. Il faut vraiment utiliser l'IA à bon escient que si ça répond vraiment à un besoin. Voilà, toujours partir du besoin et se demander si est-ce que l'IA répond à ce besoin-là ou pas forcément. Donc aujourd'hui, on nous vend un peu de l'IA partout, on voudrait qu'on utilise l'IA à tout bout de champ, mais concrètement, on n'a pas besoin d'utiliser de l'IA tous les jours pour tous nos besoins aujourd'hui. Il faut vraiment partir du besoin, l'analyser, et il se peut que l'IA réponde parfaitement à ces besoins-là, optimise ces besoins-là au niveau de la réponse, ou d'autres, ça va être un petit peu démesuré. Donc il faut toujours se dire ça, on nous met entre les mains un outil qui est formidable, mais il faut utiliser cet outil-là que quand il est adapté aux besoins en question et non pas l'utiliser à tout bout de champ parce que ça a des conséquences notamment au niveau environnemental. Donc j'en ai fini de ce petit webinaire. Donc comme je l'ai dit, c'était assez rapide, donc j'ai essayé de balayer un petit peu sur la partie sensibilisation, vous expliquer comment fonctionne l'IA. Pour tous les secrétaires et les secrétaires de mairie, si vous voulez aller un peu plus loin au niveau de la formation, sachez que voilà, on propose en collaboration avec le CNFPT
de la formation sur une journée. Donc il y a une demi-journée en présentiel où on vient sur les territoires. On reprend un petit peu ce qu'on a vu, mais ça c'était très léger. On va un peu plus loin dans l'explication et on vous apprend un petit peu à l'utiliser. Donc on fait les premiers pas sur comment utiliser l'IA générative avec du concret pour que vous sortiez là avec le b.a.-ba de savoir comment on utilise et que vous sachiez un petit peu l'utiliser. Et ensuite, vous avez une demi-journée de formation à distance avec des vidéos qui vous sont proposées sur le site Formadis de CNFPT pour enrichir encore plus vos connaissances sur cette thématique-là. Et ça vous fait une journée vraiment de formation CNFPT avec l'attestation d'une journée de formation. Donc ça peut être tout à fait intéressant pour les communes du territoire d'avoir cette journée-là pour rentrer plus concrètement dans l'IA que ce que je n'ai fait là en 40 minutes. Donc rapprochez-vous de vos EPCI pour justement solliciter peut-être la création de cette journée en local sur le territoire et on se déplacera avec grand plaisir pour faire cette demi-journée de formation en tout cas en présentiel. Voilà Victoria, je te redonne la main. Ouais. Merci Guillaume. Nous avons la mairie de Saint-Bouès qui nous précise que Delibia propose une licence gratuite à chaque secrétaire de mairie des communes de moins de 3500 habitants. Alors, je ne sais pas, Guillaume, si tu peux rebondir là-dessus peut-être. Oui, alors tout à fait. Delibia, c'est une intelligence artificielle spécialisée sur les délibérations. Donc son principe, c'est d'avoir une grande base de données avec toutes les délibérations qu'elle peut avoir sur les collectivités. Et en demandant, en s'appuyant sur cette base de données, si on pose une question de délibération, la réponse va être tout à fait adaptée et efficace puisqu'elle ne va interroger que cette base de données. Donc, le principe de Delibia, c'est que les grandes collectivités vont acheter des licences et vont financer un petit peu ces licences gratuites qui sont mises à disposition des petites collectivités. Donc, certes, les petites collectivités peuvent avoir une licence gratuite, donc c'est qu'une licence sur la commune, elles ne peuvent pas en avoir deux, donc il n'y aura qu'un seul utilisateur sur ces communes de moins de 3500 habitants. Et le principe derrière, c'est qu'en échange, elles vont récupérer les délibérations de ces petites collectivités. Donc c'est des choses qui sont difficilement remontables, c'est-à-dire que c'est difficile que les collectivités, même si des fois il peut y avoir des obligations, publient leurs délibérations, mais avec ce système-là, Delibia s'assure de récupérer, on va dire, les délibérations de toutes ces petites communes qui ont cette licence gratuite, et leur modèle économique, c'est que c'est les grandes collectivités qui financent leurs licences et qui payent ces licences, on va dire, gratuites. Donc les petites collectivités peuvent avoir ces licences gratuites qui peuvent être tout à fait intéressantes en contrepartie de leur verser les délibérations et que ça remonte dans Delibia. Et Delibia, comme ça, après, peut proposer à des grandes collectivités des licences payantes sur lesquelles, en fait, la base de données est enrichie. Donc, tout le monde s'en... Oui. Ouais, c'est parce que les communes de moins de 3500 habitants n'ont pas l'obligation de publier leurs actes en ligne. C'est exactement pour cette raison que le seuil est à 3500. On a une question sur... Alors, attends, mairie de Saint-Bouès, je crois qu'on peut aussi enrichir la base de données avec nos propres actes. C'est ça. Alors, c'est possible, mais ça demande quelques ajustements techniques. Oui, c'est ça. Donc là aussi, c'est du paramétrage. Si vous souhaitez demander à aller dans vos propres bases de données, avec vos propres données, d'aller alimenter d'autres données supplémentaires pour demander à l'IA d'aller interroger ça aussi, c'est du paramétrage. Donc je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, si derrière il y a du financement ou il y a un prix, etc., de paramétrage que fait Delibia, etc. Donc ça, je ne maîtrise pas trop le fonctionnement pur de Delibia pour répondre à leur place. Donc ça, je veux pas non plus déformer leurs propos ou leurs réponses. Ok. Après, peut-être qu'on peut se renseigner auprès d'eux, peut-être. Tout à fait. Après, je pense que voilà, nous on avait quelque chose. On a contact avec eux. Ouais. Donc je vois qu'elle parlait de l'IA Albert. Donc en fait, Albert, ça a été une IA générative qui a été mise en place dès 2023. C'était une version bêta, donc une version test, qui a été mise à disposition de certains agents de l'État au niveau des France Service. Le but, c'était d'accompagner ces agents-là dans la réponse aux administrés et d'essayer d'apporter, on va dire, le maximum d'efficacité. Alors, c'est quelque chose qui a été mis un petit peu de côté parce que ça apportait peut-être pas l'efficacité qu'avaient les grandes IA génératives américaines ou autres, malheureusement, parce que, comme vous savez, c'est à développer, c'est assez compliqué, ça nécessite de l'argent, faire tourner beaucoup de données, donc on était un petit peu à la traîne, mais j'ai cru comprendre que Albert allait peut-être être réactivé de nouveau pour essayer d'être vraiment une IA générative proposée aux fonctionnaires de l'État ou à certains pour justement essayer de contrecarrer un petit peu les IA génératives américaines qui sont à la disposition et qui sont
existantes. En tout cas, voilà, il y a une expérimentation à base de Mistral, de l'IA française Mistral, qui est proposée à certains agents de certains ministères en version de test. Le but, c'est de voir un petit peu si ça fonctionne pour pourquoi pas après peut-être la généraliser. Mais pour l'instant, il n'y a pas de généralisation pour tous les agents, ni de l'État, ni de la territoriale, avec une utilisation souveraine et financée ou autre. Une formation plutôt orientée Voilà. prompt avancée sera-t-elle organisée? Mais c'est justement ce que je disais, on s'est allié avec le CNFPT pour justement vous proposer une journée, alors une demi-journée de présentiel et une demi-journée à distance où vous avez accès à des vidéos, pour justement commencer à avoir cette formation sur le prompt, sur comment, par quoi je commence si je veux communiquer avec une IA générative. Donc c'est ce qu'on vous propose. Donc au niveau de la communauté de communes de la Cortès, toutes les communes peuvent s'inscrire à une formation qui a lieu le 29 janvier. Donc ça, normalement, les communes de la CCLO sont averties par la CCLO elle-même. Pour s'inscrire, il y a un code CNFPT qui existe. Donc les secrétaires de mairie s'inscrivent. Nous, on vient sur site, donc sur cette matinée-là, où on fait de la sensibilisation plus développée que ce qu'on a fait avec de la formation à l'utilisation de l'IA générative. Et ensuite, vous avez une demi-journée à distance que vous pouvez faire plus tard. Et ça vous atteste d'une journée entière de formation sur l'IA. Et le but, c'est que justement, vous puissiez avoir les bases de comment je commence avec une IA générative, comment je construis un prompt le plus adapté pour avoir une bonne réponse. Donc c'est ce qu'on essaie de vous faire. Là aussi, c'est sur une demi-journée plus distancielle, donc on essaie d'être le plus efficace sur les données qu'on vous transmette. Mais comme vous voyez, l'IA, on pourra en parler des heures et des heures, il y a tellement de choses à dire, mais on essaye d'être assez efficace. Et cette demi-journée, je pense, elle sera une bonne base de départ pour apprendre à utiliser des prompts. Il y a Monsieur Fromentin qui souhaiterait prendre la parole. Il a levé la main. Oui. Monsieur Fromentin, je vous ai activé le micro et la caméra. C'est bon? Vous m'entendez? C'est bon? Oui, très bien. Bon, Parfait. parfait, je me méfie. Oui, je voulais juste rajouter, alors Guillaume l'a bien précisé par rapport aux données, j'ai vu qu'aussi dans le chat il y avait des précisions. C'est vrai que même quand on commence à avoir des communes un petit peu plus importantes, c'est toujours un petit peu le danger, c'est que les agents utilisent des IA, genre des PT web qui sont ouvertes à des fins avec des données sensibles. Et effectivement, toutes ces données s'en vont. Alors, dans les collectivités, ça arrive, et ça arrive hélas dans certains gros hôpitaux aussi, où on voit que les médecins qui n'ont pas forcément cette information-là font les comptes rendus des interventions ou des comme ça grâce aux intelligences, et ben forcément toutes les données sont fuitées comme ça. Alors le problème, c'est qu'on n'a aucune maîtrise sur ce qui se passe dans la collectivité, sauf si on bloque tout, mais c'est quand même assez rare et un peu compliqué. C'est ça, c'est-à-dire qu'on nous a mis entre les mains à tous, on va dire, des outils. Donc forcément, on nous a pas forcément expliqué le fonctionnement, le comment ça marche et quelles sont les conséquences de l'utilisation. Donc on les utilise comme comme on pense être bon, mais voilà, cette sensibilisation, cette formation-là est importante justement avant de pouvoir l'utiliser. C'est ça qui malheureusement n'est pas tout le temps fait, et c'est ça qui est important de faire, d'où l'objet de notre webinaire et des formations qu'on essaye de faire le plus rapidement possible sur le territoire. C'est ça en fait, une IA générative, notamment les IA ouvertes que vous retrouvez avec ChatGPT, Gemini, etc. Ce sont quelque part des IA génératives où quand vous postez quelque chose, vous perdez la possession de ce qu'il y a dedans. Donc concrètement, la machine sur laquelle vous lui demandez d'interagir va se servir de ces données-là pour s'entraîner derrière, pour les récupérer dans sa base de données et pour pouvoir s'améliorer et s'alimenter. Donc en fait, concrètement, si vous publiez un tableur Excel avec des informations confidentielles, des mails, des numéros de téléphone, etc., des numéros de sécu, des RIB, etc., mais c'est comme si vous le publiez sur Internet. Donc n'importe qui peut en avoir connaissance. C'est ça vraiment qu'il faut avoir en tête et qu'il ne faut pas faire. Donc vraiment, quand on utilise une IA générative, on part du principe que ce qu'on poste, c'est anonyme, il n'y a pas de données nominatives, il n'y a pas de données qui rattachent à une entité, etc. Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête et faire. Et si on souhaite mettre en place des documents avec des données, là il faut s'assurer que l'IA générative qu'on utilise, soit elle est sur des serveurs français, elle est sur des serveurs souverains, et que c'est une IA où on est sûr que la confidentialité va être respectée. Donc
par défaut, il vaut mieux utiliser Mistral, parce que Mistral, c'est une IA française, donc on peut se dire que la souveraineté, ça veut dire quelque chose et que le but, c'est pas que les données fuitent, mais par défaut, voilà, il faut toujours se dire, je ne publie pas de données à caractère personnel ou confidentiel sur une IA générative parce que j'en perds la possession et elle ne m'appartient plus. Donc, partant de ce principe-là, normalement, on a de moins en moins de risques, aussi bien pour sa propre sécurité, mais aussi pour la sécurité de la collectivité. Si vous mettez des données d'identification sur une IA générative avec des mots de passe, eh bien, concrètement, voilà, c'est comme si vous confiez ces mots de passe à tout le monde. C'est pour ça que Copilot, il cloisonne quand même les données, même si, voilà, même si c'est aux États-Unis, mais c'est quand même relativement cher, mais il y a un cloisonnement dans dans la collectivité. Voilà, si vous avez des licences Microsoft, en tout cas, nous, par exemple, c'est notre cas, l'utilisation de Copilot sur nos propres licences, pas le Copilot qu'on retrouve sur le moteur de recherche Bing qui est ouvert sur Internet, mais son propre Copilot qu'on a sur son compte Microsoft rattaché à sa licence, normalement, les données sont bien figées et ne sortent pas de nos propres des serveurs qui sont attribués à nos licences, qui sont sur un domaine plus ou moins souverain au niveau de l'hébergement. Donc, c'est un moindre mal plutôt que d'utiliser des IA génératives grand public ouvertes sans forcément rattachement à une licence propre. Merci Guillaume. Je pense qu'on a récupéré, enfin la Non, dernière on a une mairie question de la mairie d'Ast. Ouais, je crois que c'est la même chose. Ouais. Je pense que tu as répondu du coup parce que voilà, elle parle de. Donc vous avez dit que les données mises dans l'IA n'appartenaient plus au créateur. Qu'en est-il sur l'utilisation de l'IA à des fins administratives? Peut-être préciser, peut-être un peu plus Guillaume sur quand c'est administratif et de la protection des données. Mais je pense que voilà, ce que vous avez dit avec M. Fromentin juste avant, ça répond plus ou moins à la question. C'est ça, c'est-à-dire que on peut utiliser des IA génératives s'il n'y a pas, on va dire, de données à caractère personnel ou confidentiel, qu'ils prennent ces données-là, il n'y a aucune importance. Par contre, s'il y a des données administratives qui sont liées à une collectivité, à un administré, où des informations apparaissent, dans ce cas-là, il vaut mieux anonymiser quand on utilise une IA générative, ou alors utiliser, comme on le disait, le copilote rattaché à son licence Microsoft si on en a une, ou alors du Mistral, pour garantir, on va dire, qu'il y ait de moins de fuites potentielles de données. Mais voilà, toujours à utiliser avec des pincettes. Et Guillaume, est-ce que tu penses qu'il est utile pour une petite commune, par exemple, qui a juste 2-3 agents, par exemple, de faire une charte informatique? IA, pardon. Alors oui, alors cette charte est importante. Alors le but d'une charte IA, c'est pas de lister ce que je peux faire, quels outils je peux utiliser, ceux qui sont interdits, parce que ça serait qu'une liste d'outils qu'il faudrait changer toutes les semaines. Là, c'est plutôt de voir comment une IA peut être intégrée dans une collectivité, quels vont être les éléments importants à prendre en compte. Comme on l'a vu, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux écologiques, etc. Donc éthiques. Donc quand on intègre une IA, chaque collectivité peut dire moi j'estime que j'aimerais que une IA soit intégrée, mais que ça soit l'IA la plus éthique. Donc si j'ai un choix à faire, je prends l'IA qui est la plus éthique, qui est la plus souveraine, qui est la plus écologique, etc. Donc ça va être plus une réflexion dans cette charte où on va indiquer comment l'IA s'intègre dans la collectivité, que le fait que les agents soient formés, que l'agent fasse attention de bien utiliser dans les meilleures conditions, en ne mettant pas de données confidentielles, etc. Donc c'est plus une approche philosophique de comment l'IA est intégrée dans la collectivité qui va permettre de mettre un cadre à l'IA plutôt que ça soit un document très technique où on indique ce que les outils autorisés et interdits, etc. Donc c'est pas trop le cas, c'est plus comment l'IA s'intègre dans la collectivité. Il faut que ça soit un document assez court et assez intéressant à lire, que ce soit pas technique. Ok. Écoute, il n'y a plus de questions. Il y a M. Fromentin qui avait relevé la main, je crois. Ah, je n'ai pas vu. Oui, je l'avais levé, mais je l'ai rebaissé. Bon, bref, j'étais en train d'écrire. Juste une petite info. Alors, c'est tout nouveau comme IA. C'est Euria, ça s'appelle. C'est Infomaniac en Suisse qui vient de la mettre en place. Ouais. Et effectivement, ils mettent en avant les souverainetés des données suisses, c'est une chose, mais surtout derrière, ils chauffent des bâtiments publics avec tout le système. Enfin, tout le système a été pensé comme ça, justement, pour utiliser toute la chaleur générée par les processeurs et ainsi de suite. Voilà, c'était juste une petite info au passage. Infomaniac, c'est une suite collaborative
Oui, Ouais, alors c'est ils ça, hein. utilisent la suite collaborative de OnlyOffice en fin de compte. Voilà. Voilà, mais effectivement il y a du Drive, il y a des outils il y a plein d'outils différents, hein. Voilà. On n'est pas Ok, en France, merci. mais on est en Suisse quand même. Donc déjà, c'est un peu mieux que les États-Unis, on dirons-nous. Très bien. Il sera bientôt gardé au chaud, hein, en Suisse, il n'y a pas de souci. Bon, ben Donc, écoute, Guillaume, ouais, vas-y, pardon, vas-y, non, excuse-moi. c'était juste voilà, de te redonner la main, de te remercier. Ben écoute, merci à toi, merci Amalia pour tous les deux donc, pour l'intervention de Guillaume, Amalia pour ton intervention de la fin. Ben écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin d'année, des très joyeuses fêtes de fin d'année. On vous donne rendez-vous maintenant en 2026 pour la nouvelle programmation des webinaires où il y aura de l'IA. Donc vous recevrez les programmes. Excuse-moi, parce qu'en même temps, je voyais le chat donc je pensais qu'il y avait des questions, mais non. Non, pas la question, c'est juste pour nous remercier. Bah, écoutez, merci à vous, merci à tous. Et donc, je vous donne rendez-vous en 2026. Vous recevrez très rapidement le nouveau programme. Donc, il y aura de l'administration électronique avec le parapheur, il y aura de l'IA, il y aura de la cybersécurité, il y aura plein de choses qui, je suis sûre, vous intéresseront. Donc, merci à tous et bonne fin d'année et bon appétit. Merci Merci, beaucoup. au Au revoir à revoir. tous. Merci. Merci.